intéressante. Bonjour à tous. Merci de nous accueillir. Alors, Bordeaux, généralement, quand on évoque Bordeaux, on pense au vin, on pense au football, on pense au rugby. Puis finalement, on va penser maintenant que c'est la capitale de la FinTech, hein, qui s'est déplacée de Paris sur Bordeaux. Alors ce matin, moi, j'ai pris l'avion un peu tôt et j'ai lu la presse économique. Et dans un des journaux, un quotidien de presse économique, il y avait deux articles qui peuvent vous intéresser. Le premier, c'était sur la métamorphose du secteur bancaire. On va en parler un peu, hein. Les fintechs sont des acteurs de cette métamorphose. Et puis il y avait un deuxième article sur la digitalisation de la politique. Et en particulier, il y avait un titre qui était repris par la personne qui a écrit cet article, Internet pour en finir avec la vieille politique. On peut se demander si les fintechs, c'est pas aussi pour en finir avec la vieille banque ou la banque traditionnelle. En tous les cas, ça sera un des éléments de ce propos ce matin. Et puis en prenant le taxi, je me suis amusé à taquiner ce matin à Paris et puis ce matin tôt aussi à Bordeaux sur Uber Pop. On parle beaucoup d'ubérisation, on parle beaucoup de ces phénomènes et je vois qu'aussi il y a une pleine page dans la tribune aujourd'hui. Alors l'objet de notre table ronde, c'est d'expliquer de ce que c'est que la FinTech. C'est un terme consacré. Donc ce que je vous propose, c'est de rentrer rapidement dans le vif du sujet et peut-être par Audrey, quelle serait votre définition de la FinTech ? Merci. Alors, donc, la FinTech, c'est à la fois un mot transparent et à la fois un mot un peu galvaudé. FinTech, donc la technologie qui vient révolutionner la finance. Voilà, ça paraît un peu transparent, mais moi, si je peux dire quelque chose, c'est que je trouve assez dommage que dans les définitions de la FinTech aujourd'hui qui sont faites soit par les médias, soit, oui, c'est souvent par les médias, mais on l'entend un peu sur toutes les bouches, surtout dans nos milieux, c'est qu'on parle toujours des révolutions d'usage, hein, il y a des nouveaux usages, le crowdfunding, le paiement, le bitcoin, des nouveaux usagers. Mais on s'arrête là. Et je pense que la notion de technologie dans la FinTech est extrêmement importante et que la légitimité des FinTech ne peut être définie et ne peut être pérenne que si justement on a cette technologie qui est quelque chose que les banques n'ont pas. Thomas, qu'est-ce que... Nouvelles technologies qui permettent plein de choses, nouveaux usages, développement de l'économie collaborative. Voilà, en quelques mots. Moi, pour le coup, je remettrais vraiment l'usage au cœur des expériences. La technologie, finalement, elle doit s'effacer au profit de l'usage pour que les anciens consommateurs de la banque traditionnelle et les nouveaux consommateurs des fintech puissent s'y retrouver. Et nous, effectivement, pour définir un mot plus sexy que la fintech, qui, côté grand public, passe pas forcément très bien, on a défini ça en termes de co-banking, en fait. C'est la banque à l'ère collaborative. Gonzague, comment vous définiriez la FinTech aujourd'hui ? Je pense qu'on a tous des définitions différentes de la FinTech en fonction de nos activités et justement de ce qu'on peut proposer. On va y revenir un peu sur les activités qui sont diverses. Pour ma part, et concernant Bitcoin, c'est avant tout une révolution technologique sur laquelle aujourd'hui on commence à construire des usages. Donc pour Bitcoin, c'est d'abord la technologie et ensuite des usages qui sont en train de construire. Jérôme ? Voilà, pour faire le tour, et en une autre définition et pour compléter, il y a dans la banque 3 métiers traditionnels. Les banques investissent notre argent, ils le prêtent et ils le déplacent. Et donc ces 3 métiers aujourd'hui sont en stress technologique et d'usage. Et en fait, il y a des nouveaux acteurs qui se positionnent dans cette chaîne, soit pour investir de l'argent, soit pour le prêter, soit pour le déplacer, c'est-à-dire pour faire du paiement. On a souvent tendance de dire que les fintechs, c'est principalement des plateformes collaboratives, mais il n'y a pas que ça. On a souvent d'usage de dire que la fintech, c'est Londres, mais ce n'est pas vrai non plus. Je pense que la France a une grosse place à jouer dans les fintechs, a une tradition du paiement. Hein. Je vous rappelle que 2 ténors de grandes sociétés internationales, Ingenico et Gemalto, sont des sociétés françaises et que le paiement est une spécificité française. Et donc, on a toute notre place, et la France a toute la place à jouer dans les fintechs, alors notamment dans le paiement, mais aussi dans le placement et l'investissement. D'accord. Donc aujourd'hui, sur la table ronde, en fait, on a différents types de fintech. Donc plutôt des plateformes qui sont des plateformes de crowdfunding ou plutôt des plateformes qui sont des plateformes
de paiement. Les tendances du marché aujourd'hui, qu'est-ce qui fait émerger en fait vos sociétés? En quoi elles répondent à des attentes en fait des clients ou d'acteurs économiques? Je vais juste embrayer. Alors, je pense qu'un mot qui était important, c'est qu'on a parlé d'usage. Et effectivement, il n'y aurait pas de nouvelles technologies s'il n'y avait pas un changement fondamental dans les usages. Nous, SlimPay, par exemple, on s'est positionné dans l'économie de l'abonnement. Pourquoi? C'est parce qu'aujourd'hui, les jeunes n'achètent plus de la musique, ils n'achètent plus des films, ils n'achètent plus de vélos, ils n'achètent plus de voitures. On est passé d'une économie de la possession à une économie de l'usage. Et toutes les personnes, tous les marchands qui essayent de vendre quelque chose aujourd'hui sont dans un stress monumental qui est un changement de leur modèle économique. Et il faut trouver donc des méthodes de paiement qui soient adaptées à ces nouvelles habitudes de consommation. Et donc, nous, par exemple, nous avons répondu avec de la technologie pour permettre à un consommateur de payer et d'avoir une expérience du paiement dans une logique d'usage et non plus de possession. Mais le système d'abonnement, ça existe déjà, le fait de s'abonner à quelque chose et d'avoir une répétition de la captation de l'argent qu'on est censé donner tous les X mois ou semaines à un commerçant, à un marchand. Alors, tout est effectivement dans l'usage, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, l'exemple d'Uber est un excellent exemple, vous avez un contact avec le paiement, c'est la première fois, et après, vous avez l'impression de ne plus payer. Donc, l'usage est très simple, et le consommateur comprend très bien la proposition de valeur. Maintenant, pour y arriver à ça, il y a beaucoup de technologies. Parce que dans la banque, il y a un gros point qui est important, c'est le crédit, le risque de paiement. Et en fait, il y a beaucoup de technologies pour permettre au marchand de couvrir son risque, c'est-à-dire d'être assuré d'être payé, alors que le consommateur n'a plus l'impression d'être payé, de payer. Donc en fait, la technologie, elle se place par derrière et elle permet une logique très simple de paiement. Eric, vous vous définissez comme la fintech des champs. Est-ce que vous partagez cette notion d'usage aujourd'hui et comment vous vous différenciez par rapport à des acteurs traditionnels aujourd'hui qui se développent aussi leur banque en ligne, qui essaient de se développer sur le digital? Déjà, je suis content de voir que le mot collaboratif a été prononcé déjà à plusieurs reprises. Donc aujourd'hui, nous, on a une plateforme qui permet d'envoyer, recevoir de l'argent, collecter de l'argent avec un modèle assez collaboratif, donc pour collecter de l'argent pour covoiturer, pour une colocation. Et on va se positionner demain sur une banque en ligne collaborative. Donc on est vraiment dans cette logique-là où demain on est tous acheteurs, vendeurs de biens et de services ou loueurs. Et donc l'argent dans cet écosystème-là va évoluer et la position de la banque aussi. Qu'est-ce qui différencie votre proposition par rapport à... Parce que là aussi, ça existe déjà sur le marché, le fait de pouvoir aller transporter de l'argent ailleurs ou en tout cas de l'échanger à travers un intermédiaire. Je pense par exemple à Western Union, par exemple. Comment vous positionnez par rapport à ce type d'acteur? Il y a une première dimension qui est le service. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur PNM, quand vous voulez envoyer de l'argent à quelqu'un qui vous a rendu un service, une garde d'enfants, un bricolage, les déclarations sociales auprès de l'URSSAF sont faites automatiquement. Si je veux payer mon loyer, je récupère ma quittance de loyer. Donc nous, on mise énormément sur la partie service associée au paiement. Et après, c'est de mettre l'utilisateur plus en mode client d'une banque, mais avec une infrastructure qui est PNM qui lui permet d'interagir assez directement avec d'autres utilisateurs, notamment pour financer des projets. Utilisateur qu'il connaît, donc il est identifié. Alors qu'il connaît ou pas forcément. On peut jouer sur la proximité de l'utilisateur, on peut jouer sur ses centres d'intérêt. Donc il y a plusieurs cibles, plusieurs façons de contacter l'utilisateur. Donc on a parlé de numérique, de technologie. Gonzague, vous appuyez sur une technologie qui n'est pas toujours très simple de vulgariser. Donc tout à l'heure, en échangeant, vous disiez qu'il vous fallait 45 minutes. Là, vous avez que 3 minutes pour expliquer ce que c'est que les bitcoins et le blockchain. Mais je crois que c'est aussi un point important en termes d'évolution technologique qui, pour l'instant, n'a pas encore complètement concerné les banques françaises, qui se voient quand même beaucoup plus à l'étranger. Comment vous pourriez nous présenter votre activité en synthèse? Alors, beaucoup de sujets à traiter en 3 minutes. La première chose, ce serait de dire que Bitcoin est une invention au même titre qu'Internet. Et Internet, qui est une invention et une innovation, n'a pas été créé en attente d'un besoin d'utilisateur. C'est vraiment une invention. Et ensuite, se sont créés des services sur Internet. Mais Internet n'est pas né d'une demande des utilisateurs. Bitcoin, c'est la même chose. C'est pas né d'une demande des usagers et de vous, clients des banques, d'avoir un système libre qui s'appelle Bitcoin. Juste, il y a une innovation technologique qui a été apportée au marché et maintenant des sociétés comme nous essayons de proposer des services s'appuyant sur cette technologie.
Alors Bitcoin, est-ce que dans la salle, certains sont assez à l'aise avec le concept? S'il y en a qui sont à l'aise, qui lèvent la main en fait. C'est déjà pas mal. Et est-ce qu'il y en a qui possèdent des bitcoins? Très peu. Les autres, je vous encourage à venir me trouver à l'issue de la table ronde. Je passerai toute la journée ici. Venez me voir, donnez-moi vos emails. Je vous enverrai quelques fractions de bitcoin et vous pourrez commencer à utiliser le bitcoin pour voir de quoi il s'agit. Bitcoin, vous avez entendu parler de cette technologie en disant que c'était une monnaie virtuelle. Oubliez ça, ce n'est absolument pas une monnaie virtuelle, Bitcoin. Bitcoin, c'est une technologie qui recouvre 3 aspects. Le premier, c'est que c'est un réseau peer-to-peer, comme BitTorrent, mais appliqué à des transactions électroniques. Un réseau peer-to-peer. La deuxième chose, c'est que c'est un grand livre comptable ou une base de données décentralisée. Le tout sur un logiciel open source et sur lequel circule une unité de compte qu'on appelle le Bitcoin et qui est valorisée aujourd'hui. Et c'est la conjonction de ces 3 choses qui fait Bitcoin. On appelle le grand livre comptable la blockchain, et c'est le terme que vous entendez de plus en plus maintenant dans la presse, mais la blockchain est un aspect de la technologie Bitcoin inséparable d'un réseau peer-to-peer et d'une unité de compte. Et alors, pour répondre à la question des banques qui aujourd'hui s'intéressent à la blockchain, mais pas à Bitcoin, effectivement, il y a un petit problème, c'est que tout le monde dit « mais la blockchain, c'est génial, nous, on a plein de projets sur la blockchain, mais en revanche, Bitcoin, on n'a pas très envie ». Donc en fait, ça revient à dire c'est super intéressant que ce soit libre, peer-to-peer, transparent, universel, mais nous, banque, on voudrait créer la même chose, mais en privatif, si possible pas en peer-to-peer, et que ce soit plutôt contrôlé par nous. Et ça n'a plus rien à voir avec Bitcoin. On n'a pas besoin de la blockchain pour faire ça. On pouvait le faire il y a une dizaine d'années sans avoir besoin de la technologie Bitcoin. Donc si on s'intéresse à Bitcoin, c'est qu'on s'intéresse à la transparence, à l'universalité, au logiciel libre et au réseau peer-to-peer. Bon, il y a un point sur lequel la contrepartie de tout ça, et on verra tout à l'heure avec Olivier, c'est tout ce qui est autour du volet de sécurité, et qui est un point aussi important dans la technologie, parce que plus on est ouvert et plus on s'expose quelque part. Et c'est un sujet sur lequel on reviendra. Peut-être sur les plateformes. Aujourd'hui, comment Thomas ou Audrey, justement, vous démarquez? Comment vous trouvez votre place, justement, sur ce mode de financement qui est un peu différent? Est-ce que c'est une part de marché que vous prenez aux banques? Est-ce que vous adressez un marché sur lequel il n'y avait pas de réponse aujourd'hui? Alors, bon, nous, donc Origine, juste pour préciser, parce que peu de personnes connaissent Origine encore aujourd'hui, c'est une plateforme qui sera lancée au mois de janvier sur un modèle de financement de PME plus important que le crowdfunding, à mi-chemin entre le crowdfunding et les EuroPP, les europlacements privés. Donc on est sur du financement de PME pour des investissements entre 1 et 5 millions d'euros. Donc sur des gros tickets. Sur des gros tickets qui cherchent à financer vraiment des projets sur des prévisionnels financiers que les banques ont du mal à regarder, sur lesquels ils ne peuvent se baser pour fournir des crédits. Là où néanmoins je ne suis pas tout à fait d'accord avec votre introduction, c'est que je ne pense pas que la FinTech doit être en confrontation avec les banques. Je pense qu'il est vraiment important que la FinTech soit en complémentarité des banques. Il ne faut quand même pas oublier que les banques, elles ont un truc dont toutes les FinTech rêvent, c'est qu'elles ont des fonds, du cantonnement de fonds presque à l'infini. Et donc toutes les FinTech rêvent d'avoir ce genre d'accès pour pouvoir se déployer. À l'opposé, toutes les banques rêvent d'avoir le dynamisme, la technologie, la flexibilité des fintech. Donc il y a quelque chose à trouver. Et si on se place, nous, jeunes plateformes, même avec toute l'ambition qu'on a et tout le dynamisme qu'on a, si on se place sur le terrain des banques, ça va être assez compliqué. Si on veut capter des parts de marché dans ce système, il faut trouver vraiment une offre complémentaire qui vient s'ajouter à celle des banques et qui permette aux PME de s'affranchir, en fait, de s'affranchir d'un monopole. Thomas, Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, chez Crédit.fr, et pourquoi on apporte et on est différenciant? Crédit.fr, c'est une plateforme qui permet à des entreprises d'emprunter directement à des particuliers, et ceci avec à la fois des conditions avantageuses pour les emprunteurs et puis une rémunération importante pour les prêteurs. Alors, pourquoi on s'est lancé là-dedans? Pour trois raisons principales. La première, c'est que les TPE, PME françaises, en tout cas celles qui font moins de 3 millions de chiffre d'affaires,
ne sont pas satisfaites de la relation qu'elles ont avec leur banquier. Et quand elles demandent un crédit de 50 000, 80 000, nous on fait du crédit entre 20 et 200 000 euros, il faut qu'elles aillent dans leur agence bancaire, il faut qu'elles donnent, il y a un process bureaucratique, il faut qu'elles attendent une décision de comité de crédit. Donc elles sont un peu entravées dans leur développement. Ça, c'était la première raison. La deuxième raison, c'est qu'il y a une déréglementation en France et que pour la première fois, des entreprises comme les nôtres, qui sont ni établissements de crédit ni banques, avaient le droit d'intermédier du prêt entre des particuliers et des entreprises. Et puis la troisième raison, c'est un peu lié à l'économie collaborative, mais aussi à la crise financière de 2008. Les épargnants français ont envie de donner du sens à leur épargne et d'investir dans l'économie réelle, et puis accessoirement d'avoir une rémunération plus importante. Alors qu'est-ce qu'on apporte de différent par rapport à une banque ? Notamment grâce à la technologie, quand on a travaillé pendant 8 mois sur nos algorithmes de score, qu'on est capable d'étudier entre 200 et 400 paramètres sur une TPE-PME, qu'on s'est doté des outils d'aide à la décision les plus performants, on est capable pour une TPE-PME qui demande un prêt de donner une réponse en moins de 15 secondes, une prééligibilité en moins de 15 secondes, puis on s'engage ensuite à donner une réponse en moins de 48 heures. Dans les faits, c'est plutôt 24 heures. Voilà un des avantages. On a une transparence totale, on offre une assurance d'essai invalidité, alors que le secteur bancaire traditionnel prend un markup important sur l'assurance. Il n'y a pas de pénalité en cas de remboursement anticipé. Donc finalement, les entreprises vont venir chez nous, non pas parce qu'elles sont rejetées du secteur bancaire, on est aussi strict et même sans doute plus rigoureux dans l'octroi de crédit, mais elles viennent parce que c'est plus convivial, c'est plus rapide, c'est plus sympa d'obtenir un crédit chez nous. Et du côté des emprunteurs, c'est la garantie, des prêteurs, pardon, c'est la garantie d'avoir un large panel d'entreprises et puis de pouvoir prêter. C'est la première fois qu'un particulier peut prêter à une entreprise industrielle du Béarn, à une entreprise de services de la région bordelaise ou un hôtelier de Normandie. Donc c'est la possibilité de prêter et d'avoir tous les mois un remboursement en capital et en intérêt avec une bonne rémunération. Si je peux juste rajouter à Thomas, c'est exactement ça. En fait, quand je parlais de complémentarité avec les banques, il est vrai qu'au départ, il y a eu du crowdfunding parce qu'après la crise, l'accès au crédit était difficile et ça. Aujourd'hui, c'est de moins en moins vrai. La manière d'être compétitif, c'est rapidité, simplicité. Et vraiment des conditions qui permettent aux PME d'être plus confortables dans la gestion de leur crédit et moins d'intermédiation. Eric, vous parliez de co-banking, de banques collaboratives finalement. Derrière, en matière de services, comment vous vous différenciez ? On voit bien Audrey et Thomas se différencier, ou en tous les cas compléter une activité bancaire traditionnelle. La vôtre, quels sont, on a parlé d'usage aussi autour des services. Comment vous tarifez ? Quelle est votre politique en matière de services ? En fait, on est vraiment sur un modèle qui est très peer-to-peer, avec une offre qui est entièrement gratuite. Et quand on dit qu'on va aller vers une banque en ligne collaborative, c'est qu'aujourd'hui sur Pename, on peut déposer de l'argent, on peut envoyer de l'argent, recevoir de l'argent, collecter. Demain, on va rajouter une carte bancaire. Donc je fais des covoiturages, je dépose mon argent sur Pename, je vends sur le Bon Coin, je fais des colocations. Cet argent-là, au lieu de transiter par des comptes bancaires qui aujourd'hui ne savent pas capter ces flux-là, je les dépose sur mon compte Pename et du coup, avec ma carte bancaire, je vais faire mes courses avec. Voilà. Donc pour le coup, l'économie collaborative, qui est beaucoup dans le service, devient un peu plus bancaire et en tout cas, l'argent circule à nouveau dans le circuit traditionnel. Donc on fait cette passerelle-là. La dernière étape du projet, c'est la partie collecte et financement des projets pour les particuliers. Et un exemple là-dessus, ça peut être celui qui aujourd'hui veut financer une activité professionnelle de food truck. Aura peut-être du mal à se faire financer par une banque. Donc on peut l'encourager quelque part pour développer ce projet, à vendre tout ce qu'il peut vendre sur un site d'annonce, faire des covoiturages, faire de la colocation pour commencer à préparer ce projet. Il peut collecter de l'argent sous forme de cagnotte auprès de ses proches et de ses amis. Et la dernière étape qu'on va rajouter sur ce projet de financement, ça va être un prêt peer-to-peer, donc où des prêteurs clients de Pename aussi pourront soutenir des projets près de chez eux. Et la boucle sera bouclée après, puisqu'on a aussi des offres pour les professionnels. Donc j'aurai financé mon food truck, mais j'aurai aussi un moyen de paiement en tant que food truck à proposer à mes clients. Derrière ces entreprises, il y a des hommes, il y a des collaborateurs. Quels sont les profils en fait des collaborateurs qui vous rejoignent ? Est-ce que ce sont des gens qui sont plus jeunes, plus orientés technologie, avec une expérience bancaire ? Quels sont les profils, Jérôme, chez vous qui vous ont rejoint ?
Alors, deux styles de profil. Premier profil très technologique, très ingénieur, puisque en fait, on travaille de la sécurité, on travaille de la data pour délivrer un service à valeur ajoutée. Et donc, on a besoin d'ingénieurs qui comprennent la sécurité, les algorithmes. C'est un métier sous tension. Aujourd'hui, on a énormément de mal à recruter. On est obligé de chercher les gens ailleurs qu'en France parce que nous ne trouvons pas de candidats en France qui ont Donc il la n'y a pas de formation. formation spécifique. D'ailleurs, bon, on ne cherche pas forcément des gens qui ont un diplôme, hein, on est très très ouvert, mais aujourd'hui il y a une pénurie totale d'ingénieurs qui ont des compétences d'algorithmie. C'est très très difficile pour les entreprises, même à Paris, pour trouver, et je pense qu'on a tous le même problème. Deuxième type de profil qu'on cherche, des hommes de marketing, puisque tout à l'heure, et je voulais le préciser, quand on dit FinTech, il y a de la technologie, mais la technologie n'a pas besoin de se voir. Et je dirais même que si elle se voit, c'est que c'est raté. Ce qui est très important pour le consommateur, c'est que ça soit le plus simple possible. Et c'est ça qu'il faut essayer de voir et de faire. Et le simple est très difficile, en fait. C'est très technologique de faire quelque chose de très simple. Et aujourd'hui, par exemple, c'est pas forcément quelque chose avec beaucoup de paillettes. Nous, par exemple, SlimPay, aujourd'hui, nous propulsons, nous permettons l'abonnement à EDF de toute personne qui s'abonne chez EDF. Ça ne se voit pas, ça ne se sait pas, mais toute personne qui s'abonne chez EDF passe par le système SlimPay. Et pourquoi? C'est parce qu'on a permis pour EDF à avoir un processus d'enrôlement complètement digital, en ligne, Internet et au téléphone, extrêmement simplifié. Et c'est ça la technologie, elle ne se voit pas, et si elle ne se voit pas, c'est que c'est réussi. Donc on cherche des hommes de marketing qui sont capables de comprendre ces logiques d'usage et de simplification. Gonzague, c'est le même type de profil que vous recherchez dans vos équipes? Chez nous, les profils sont majoritairement matheux et informaticiens. Puisqu'on parle de la technologie Bitcoin, c'est principalement des maths. Et puis derrière de l'informatique, donc des ingénieurs développement plutôt français, mais on a pas mal de candidatures d'ailleurs dans le monde. Difficulté à recruter un petit peu effectivement, à trouver les bonnes ressources. Cependant, on est sur un secteur qui capte aussi pas mal la lumière en ce moment et les développeurs ont assez envie de s'initier, de travailler dans le domaine Bitcoin. Sur le développement de vos activités, donc les fintech, on sent qu'il y a un centre de gravité à Londres, en tous les cas au niveau Europe. Aujourd'hui, pour développer cet écosystème, de quoi vous auriez besoin et quels sont les projets que vous souhaiteriez faire partager? Qu'est-ce qui fait que vous pourriez développer ces startups encore plus que ce qu'elles auront pu se développer ces dernières années? Je pense qu'on bénéficie en France, et il faut quand même le dire, d'un écosystème tout à fait favorable à la création d'entreprises et au financement des entreprises, notamment au travers de dispositifs tels que le crédit impôt recherche, qui sont pour des sociétés technologiques des outils très très efficaces. Et pour celles qui essayent d'aller à l'extérieur, des dispositifs tels que la COFAS qui permettent de prendre une assurance prospection et qui leur permettent donc d'aller à l'export et d'ouvrir des bureaux beaucoup plus facilement. On a un écosystème très favorable et un écosystème en ce moment qui répond. Nous-mêmes, nous avons fait une levée de fonds assez importante puisqu'on a levé 15 millions d'euros au mois de juillet pour financer notre expansion internationale et on a ouvert des bureaux en Allemagne, dans le Benelux, en Angleterre. Donc je pense que l'écosystème est là et que les entrepreneurs peuvent être aidés et il y a plein de dispositifs en France pour le faire et donc il n'y a pas beaucoup d'obstacles aujourd'hui à part notre ambition. Et je pense que c'est ça, notre obstacle aujourd'hui, c'est l'ambition. Il faut avoir beaucoup d'ambition pour réussir. Audrey, pour lancer une plateforme de crowdfunding, c'est simple? Sur le crowdfunding, ce qui est un peu différent, c'est qu'il y a un sujet réglementaire. Alors nous, Origine, c'est un petit peu particulier puisqu'étant donné qu'on est sur des montants vraiment importants de 1 à 5 millions d'euros, donc on est vraiment au-delà du crowdfunding classique, on est obligé d'aller chercher un agrément qui est européen. Néanmoins, la loi qui est passée en octobre 2014 pour légaliser le crowdfunding avec les nouveaux statuts CIP et IFP est franco-française. Il n'y a pas d'harmonisation européenne et pour que les plateformes puissent se développer et avoir une activité internationale, il ne faut pas qu'elles soient obligées à chaque fois à s'adapter à une réglementation locale et à une culture locale. Donc il y a un vrai sujet réglementaire.
Comme le disaient Jérôme et Audrey, je crois qu'on a tout en France pour être un pays champion des fintech. J'en veux pour preuve sur le crowdlending, on est déjà le premier pays en Europe continentale. Et effectivement, on a tout un certain nombre de mécanismes qui nous facilitent la vie. J'en prends par exemple pour Crédit.fr, on a une subvention de BPI pour travailler sur un programme de recherche de score avec des données non conventionnelles. Donc voilà, donc ce genre d'exemple. Et puis, comme le disait Jérôme, des facilités pour lever de l'argent. Nous, on est accompagné par un fonds de capital risque, Truffle Capital, qui a investi 3 millions d'euros à l'origine de la société. Puis plus récemment, Geoffroy Draud de Bézieux qui est entré dans le capital aussi. Donc il y a quand même un écosystème favorable pour se développer. Bémol, comme le disait Audrey, c'est sur la réglementation. On a une réglementation qui existe pour le crowdlending. Il ne faut pas que notre terrain de jeu soit trop limité et que certains acteurs bancaires essaient de limiter notre terrain de jeu, parce que sinon ça pourrait entraver notre développement. Voilà. Vous le disiez en introduction, nous on est un peu la fintech des champs, donc on est un peu à contre-courant de Londres ou des grandes capitales. On construit un campus en périphérie de Toulouse, dans un petit village. Donc c'est une équipe de 25 personnes aujourd'hui qui va s'installer, c'est 50 l'année prochaine. Et donc même au milieu des champs, on a réussi à se financer, puisqu'on a levé 5 millions d'euros au début de l'été avec notamment la Maïf. On a aussi une activité qui est réglementée, donc là aussi c'est pareil, il a fallu convaincre la CPR, donc l'autorité de contrôle prudentiel, et la Banque de France de nous reconnaître comme établissement de paiement. Là aussi, on n'était que 5 au début, au milieu des champs. Voilà, donc aujourd'hui, on a réussi à passer les barrières technologiques, les barrières réglementaires de financement. Donc on comprend bien qu'il y a un écosystème qui est plutôt favorable, même en partant de tout petit au départ. Comme il a été dit, il y a un écosystème très favorable à la création d'entreprises pour tous les aspects qui ont été soulevés. Il y a cependant des blocages en France. Des investisseurs anglo-saxons nous ont dit de vive voix plusieurs, dommage que vous soyez en France, vous auriez été à Londres, on aurait investi, mais là à Paris on ne le fait pas, parce qu'on a quand même aussi un environnement de régulation et un système bancaire qui n'est pas le plus souple et le plus ouvert au monde, et qui ne facilite pas toujours le développement des sociétés. Et nous-mêmes sommes dans un domaine où les sociétés ont du mal à ouvrir des comptes bancaires pour leurs activités opérationnelles, se font fermer des comptes, ne peuvent pas ouvrir des contrats d'acquisition carte, ne peuvent pas faire plein de choses, parce qu'il y a un certain nombre de blocages qu'on ne trouve pas à 2 heures de Paris. Donc, pour certaines activités, l'écosystème français n'est pas toujours le meilleur pour se développer rapidement. Il a été évoqué à plusieurs reprises la relation avec l'utilisateur, les usages. Par rapport à une banque aujourd'hui, c'est vrai que la question de la relation, notamment de la confiance avec l'utilisateur, est quand même importante. Selon vous, quels sont les éléments les plus importants pour instaurer cette confiance sur vos plateformes qui sont aujourd'hui quand même émergentes, récentes ? Est-ce que c'est à travers les partenaires que vous avez et qui sont pour certains des marques connues ? Est-ce que c'est dans l'originalité du service parce qu'il n'est pas proposé ailleurs ? Audrey, par exemple. C'est une très bonne question, parce que les banques ont justement ce statut extrêmement solide qu'on connaît. Vous allez voir les PME de province, elles sont très amies avec leurs banquiers, elles les invitent au mariage de leur fils, de leur fille. Enfin, voilà. Donc il faut réussir à instaurer une relation de confiance. Nous, chez Origine, et c'est une des raisons pour laquelle on a longuement préparé un lancement, qui aura lieu donc tout début 2016, c'est que justement il fallait absolument qu'on crée cet environnement de confiance. Si vous voulez, après la loi autorisant le crowdfunding en 2014, il y a eu 50, 60, 70, apparemment aujourd'hui 80 plateformes qui se sont créées, ça va très vite. Certaines d'entre elles ont de très beaux partenariats, beaucoup d'entre elles sont un peu opaques. Donc je pense qu'il est important de trouver un moyen de créer justement la confiance que les gens connaissent. Donc ça passe par le capital, avoir un capital important, ça passe par des partenaires qui sont reconnus, ça peut être des banques, des assurances, ça passe par une équipe qui est expérimentée, et ça passe par une structure de contrôle. Nous, chez Origine, on est doublement réglementé par l'AMF et la CPR. On a été obligé d'avoir une très forte capitalisation, de mettre en place des systèmes de contrôle. Et tout ça, ce sont des choses... on aura beaucoup de choses à révéler au mois de janvier, mais tout ça, ce sont des choses dont on est certain qu'elles seront différenciantes.
Jérôme, pour une plateforme de paiement, les indicateurs sont sensiblement les mêmes? Alors, on est effectivement, comparativement aux banques, sur les mêmes règles. On est conforme aux mêmes standards et on est régulé par les mêmes autorités et il n'y a pas de tolérance plus ou moins forte pour tel type d'établissement. On est régulé et on reporte pour les mêmes choses. Donc on applique les standards de sécurité et les audits et le financement, le capital, etc. pour se conformer comme les banques. Donc à ce point de vue-là, il n'y a pas de comparaison à faire. En revanche, on ne peut jamais dire qu'on peut s'estimer garanti et sécure à 100%. Celui qui dit ça, il n'a rien compris. Donc c'est un effort permanent et c'est clair que quand on est dans la technologie, c'est clair qu'on est obligé d'investir dans la sécurité. Les deux sont complètement liés. Donc je pense qu'on est assez bien fourni. On est, en tant que plateforme récente, on est parti d'une page blanche, donc avec des nouvelles technologies, donc on n'a pas de problème de vieux AX 400 ou de vieux trucs, de vieux nanars qu'on traîne. Donc on est parti d'une logique et d'une sécurité très très forte. Maintenant, on ne peut jamais être sûr à 100%, et d'ailleurs c'est cette paranoïa qui nous fait avancer. Donc on ne cesse, nous, de se faire tester, auditer sur les plateformes au niveau de la sécurité, parce qu'effectivement c'est très risqué. C'est très risqué aussi pour nous-mêmes, parce que c'est une condition de survie, tant en image que également en tant que finance. Quand vous jouez avec de l'argent, si vous faites voler de l'argent, c'est l'établissement de paiement en tant que banquier de dernier ressort qui est responsable. Et là, vous pouvez couler la boîte en 2 minutes. Donc c'est très important pour se protéger, mais c'est aussi très important pour protéger nos consommateurs. Même préoccupation côté Bitcoin aussi. Alors, côté Bitcoin, il faudrait rentrer un peu dans la technique, ce que je ne vais pas faire ici, mais effectivement, on a des vraies préoccupations de sécurité, parce que Bitcoin est rare, est convoité, est cher, donc on est la cible d'attaques multiples. On peut faire la course à l'armement et être les plus sécurisés possibles. Cependant, les pirates et les hackers du monde entier sont généralement meilleurs que nous. Donc, il faut savoir qu'ils ont les moyens de rentrer chez vous et de faire ce qu'ils veulent. Et face à ces menaces, les meilleures réponses de notre côté sont des réponses de procédure plutôt que de barrières technologiques. Donc c'est la mise en place de procédures avec des hommes, avec des ruptures de flux qui permettent d'assurer une bonne sécurité de nos services. Concernant la sécurité et le rapport qu'on peut avoir par rapport... en tout cas, les divergences qu'on peut avoir par rapport à une banque, c'est que Bitcoin est un système complètement ouvert sur lequel tout le monde a la vue sur les flux qui transitent sur le réseau. Et de cette façon, une société comme Paymium, qui est une plateforme d'échange de Bitcoin, vous achetez et vendez des Bitcoins, met à disposition de ses clients des outils qui permettent de vérifier la solvabilité de Paymium sur l'ensemble des avoirs de ses clients, principalement en Bitcoin, ce qui est assez complexe mais réalisable pour nous. Et ça, c'est une transparence à laquelle les autres établissements financiers ne se sont pas livrés. Et c'est un des apports que peut avoir cette technologie, c'est d'offrir à tout le monde une transparence complète sur l'ensemble des flux financiers. Eric, même préoccupation plus procédurale que technique, les réponses aux questions de confiance et de sécurité? Voilà, c'est les deux paramètres importants, la confiance et la sécurité. Nous, pour la petite histoire, le premier recrutement dans l'équipe, c'est un conseiller en usage d'expérience. Donc on a commencé déjà par répondre au téléphone, répondre par chat, répondre sur Twitter, répondre sur Facebook. Premier niveau, c'est j'ai une question, j'ai une réponse immédiate. On continue après à améliorer le produit avec des cafés du co-banking. C'est des cafés en ligne et c'est des cafés aussi réels sur certains lieux. Et sur la sécurité, c'est pareil, on ne peut pas, comme disait Jérôme, on ne peut pas jouer avec l'argent des gens. On est là pour le gérer avant tout, le sécuriser. Donc on a d'un côté une équipe qui construit une infrastructure, une autre en face qui essaie de la casser. Et c'est un jeu de ping-pong en permanence comme ça. Et ça se passe bien à Toulouse? Ça passe très bien. Ça se passe très bien. Très bien. Et si dans 5 ans ou 10 ans, on se retrouve dans cette table ronde, comment vous projetez le marché de la FinTech et cette activité? On aura les cheveux un peu grisonnants, hein, Thomas. Mais comment
comment vous projetez? C'est quoi l'avenir en fait de la fintech en France? Parce que là, on sent que la réglementation a permis la création des établissements de paiement, de monnaie électronique, des IFP, donc les plateformes collaboratives. Donc on est au début un peu finalement de ce grand mouvement. Comment vous vous projetez en France, à l'étranger Alors, la réglementation ne l'a pas provoqué, hein. Aujourd'hui, la réglementation court après les idées des entrepreneurs et elle essaye justement d'endiguer, Canaliser. et de canaliser un peu l'énergie bouillonnante, parce que sinon, ça serait pour le consommateur peut-être dangereux. Comme souvent d'ailleurs. Voilà, donc moi je le vois parce que je représente aussi l'association des établissements de paiement et de monnaie électronique en France, où on est l'alter ego et on discute avec la CPR pour faire pousser les nouvelles idées. Et aujourd'hui, la réglementation a énormément de mal à suivre l'innovation, hein. Alors, ce qu'on peut voir quand même, c'est que l'innovation va dans tous les sens et qu'aujourd'hui, ce qui est très clair, c'est que dans 5 ans, dans 10 ans, le marché sera beaucoup plus complexe qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc on ne va pas aller dans la simplification des Encore acteurs. plus qu'aujourd'hui, avec encore plus de participants. Oui, parce que le concept d'un acteur bancaire généraliste faisant de l'investissement, du prêt et du paiement, c'est un modèle qui sera de plus en plus difficile à maintenir. Et Donc la banque universelle, finalement, est un modèle qui va avoir, à l'épreuve du temps et du numérique, des difficultés à perdurer. Il va falloir se spécialiser si on veut rester dans la course. Et même nous, hein, établissement de paiement donc, de la première vague, si on ne veut pas se faire bouffer par la deuxième, il va falloir trouver des verticaux, des spécificités qui font qu'on est meilleur dans un domaine par rapport aux autres. Et donc le marché va se stratifier. Il était extrêmement simple et réduit. Un marchand qui voulait faire du paiement, il ne pouvait voir que sa banque. Et si sa banque lui disait non, eh ben, il n'y avait pas de paiement. Et combien de marchands n'ont pas pu faire de business aujourd'hui parce qu'ils n'avaient pas un accès à un compte VAD, le compte qui vous permet d'encaisser les cartes bancaires. Et donc là, aujourd'hui, il y a d'autres acteurs qui disent oui, moi je peux, et pas les banques. Et donc tout ça va se stratifier. Alors les banques vont demeurer, hein, elles ne sont pas en stress, hein, et il y a beaucoup d'accords qui vont se faire entre les banques et les nouveaux acteurs, mais ça va se stratifier, ça va se complexifier. Donc une plus grande spécialisation, c'est ce que vous voyez? Enfin, est-ce que le Bitcoin va remplacer les monnaies traditionnelles? Je doute. Pas dans l'immédiat, en tout cas à 5-10 ans, moi j'ai pas de boule de cristal. Pour notre part, comme on est dans un mouvement technologique et puis également un peu philosophique avec Bitcoin, on croit beaucoup à l'économie collaborative, mais vraiment dans le sens peer-to-peer du terme et dans le sens technique. C'est-à-dire le peer-to-peer est un mot un peu galvaudé aujourd'hui. Le vrai peer-to-peer, c'est entre Alice et Bob, et il n'y a pas de société entre Alice et Bob. Ils échangent, ils interagissent directement entre eux, et pour opérer ces échanges, il y aura des plateformes libres qui ne seront pilotées que par la technologie et pas forcément par des sociétés. Et donc je pense que l'étape d'après, c'est effectivement des économies collaboratives fondées sur la technologie où les tiers de confiance ne sont plus nécessaires, même s'ils sont utiles parfois et dans de nombreux cas. Et donc Uber, demain, il sera disrupté par un système où il y aura un Uber, mais sans la société Uber, et vous pourrez directement opérer ce service sans la société. Il en va de même pour les services financiers et pour beaucoup d'autres aspects de notre économie. Audrey, vous disiez que vous aviez préparé votre dossier de lancement de votre activité, donc vous avez certainement dû être challengé par les banquiers ou par des investisseurs. C'est quoi la trajectoire d'origine? Oui, alors on est effectivement, nous, dans nos démarches face aux gens qui sont à l'ACPR et qui ont rarement été dans des entreprises et qui ont rarement été dans le secteur privé et qui ont une vision très traditionnelle, très structurée, très hiérarchisée des banques. Cela dit, oui, effectivement, l'avenir, moi je pense que la banque à 10 ans va être obligée de se concentrer sur ses valeurs ajoutées. Et ces valeurs ajoutées, elle le retrouve dans ses retranchements, plutôt dans tout ce qui est gestion du back-office et tout ce qui est relation avec la clientèle, facilitation des usages dont on parlait tout à l'heure, que ce soit pour les particuliers, pour les PME, pour les grandes entreprises, va être à disposition de plusieurs fintechs. Maintenant, si on regarde à un niveau un peu plus granulaire au niveau du crowdfunding, il va y avoir une consolidation. Enfin, il y a énormément de plateformes aujourd'hui, rien qu'en France. C'est très cloisonné, mais c'est quelque chose qui va s'internationaliser et il va falloir un petit peu de consolidation là-dedans. Allez, il nous reste 2 fois 30 secondes, Thomas et Eric, pour
dans 10 ans ici, qu'est-ce que tu diras, Thomas? Il y a un formidable potentiel, en tout cas dans le secteur du crédit aux TPE-PME. Les TPE-PME françaises, elles empruntent 80 milliards d'euros par an. Le crowdlending en France, cette année, ça va représenter pour les TPE-PME 30 à 35 millions d'euros. Ça fait x3 ou x4 chaque année. Donc le potentiel existe. Il y a une cinquantaine de plateformes, comme le disait Audrey. Effectivement, il y aura une concentration, il y aura des développements à l'international. Le maître mot, c'est la confiance, c'est la capacité à sélectionner des bons projets pour nos types d'activités. Donc confiance avec les actionnaires, avec des partenaires monétiques. Et puis surtout, la confiance qui se gagne au jour le jour, hein, en présentant des projets divers et en bien sélectionnant les projets sans risque. Toujours plus de technicité et de transparence. Eric, 30 secondes, vraiment. 30 secondes, 30 vraiment. secondes. Nous, déjà, l'horizon, c'est 2-3 ans. Donc, c'est construire cette banque en ligne, là où les autres ont mis souvent plusieurs décennies à construire une banque. Donc, on doit aller plus vite encore que ceux qui étaient là avant nous. Et quand aujourd'hui, on affronte quelque part les banques et les fintechs, nous, on n'est ni contre ni avec. Et on veut surtout cultiver un schéma d'indépendance dans notre modèle. Bon, mais merci. Merci. Je pense que c'est ainsi que je clôture. Rendez-vous dans 10 ans, donc. À bientôt. Merci Pierre, merci Olivier pour cette animation.